Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle session de webinaire organisée par la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Comme à notre habitude aujourd'hui, nous allons voir les derniers développements en lien avec la COVID-19 et votre PME. À savoir que donc, cette session est enregistrée dans les prochaines 24 à 48 heures. Vous allez recevoir un courriel dans lequel il y aura un lien qui va vous permettre de réécouter et de revoir cette présentation. Concernant donc l'organisation de ce webinaire, sur votre écran s'affiche un panneau sur lequel il y a une rubrique questions. Vous pouvez dès maintenant nous écrire votre question qui sera posée à la fin de cette présentation lors de la période d'échange. Sur ce même panneau, il y a une rubrique documents. Vous pouvez aussi télécharger la présentation que nous allons vous faire aujourd'hui. Je suis Clémence Joly, analyste des politiques à la FCUI. Je vais vous présenter donc le reste de mon équipe qui m'accompagne pour cette présentation. Donc, Monsieur Jasmin Guénette, qui est le vice-président aux Affaires nationales, Monsieur François Vincent, qui est le vice-président Québec, Monsieur Jean-Marc Usher, qui est chef au sein du département des ressources aux entreprises pour la province du Québec également. Euh, la prochaine diapositive, s'il vous plaît, Jean-Marc, merci beaucoup. À savoir que l'information change rapidement et que nous mettons à jour très régulièrement les informations sur notre site Internet. Pour pouvoir les retrouver, vous pouvez donc vous diriger sur notre site fcui.ca /COVID-19. À savoir qu'aujourd'hui, on tentera donc de répondre à un maximum de questions, qu'on prendra en considération tous vos commentaires qui vont nous permettre donc d'alimenter notre foire aux questions et également donc de nous aider dans les démarches qu'on va faire, qu'on fait auprès de notre gouvernement. Si malheureusement votre question n'a pas pu être posée ou est restée sans réponse, on vous invite vraiment à contacter notre service des ressources aux entreprises. Vous serez mis en relation avec un conseiller expert qui pourra donc répondre à vos questions en apportant un maximum de précision. Ensuite, donc, depuis le début de nos webinaires, on vous conseille vivement de tenir un registre dans lequel vous allez archiver toutes vos communications, toutes les informations qui sont importantes liées avec, en lien avec votre entreprise. Donc, vos conversations en interne ou en externe avec donc, vos employés, vos fournisseurs, les démarches que vous avez engagées auprès des instances gouvernementales et également toutes les conversations. C'est un document, ce dossier pourra être utile et pourra donc vous pourrez en avoir besoin donc une fois que la crise sera terminée. Donc, n'hésitez pas dès maintenant donc, à nous soumettre toutes vos questions dans la boîte de dialogue et pour les questions donc, qui seront posées à la fin de cette présentation lors de la période d'échange. Écoutez, avant de rentrer donc, dans le vif du sujet, aujourd'hui, donc, nous allons voir tout d'abord quoi de neuf, quelles sont les nouveautés, quels sont les changements qui ont été apportés récemment. On va voir ensuite nos recommandations pour le prochain budget fédéral et on va faire donc une mise à jour sur les programmes gouvernementaux qui sont disponibles en lien avec la COVID-19 et on va également vous présenter toutes les lacunes de ces programmes-là et nos démarches pour pousser le gouvernement à les corriger. On va se poursuivre avec une mise à jour pour le Québec et enfin terminer donc ce webinaire avec une période de questions et de réponses. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Marc Usher pour la suite du webinaire. Merci à tous. Merci Clémence. Alors, quoi de neuf? Alors, la semaine dernière, le gouvernement a dévoilé ses plans pour prolonger plusieurs mesures d'aide financière liées à la COVID. Le gouvernement a augmenté les semaines maximales pour la PCRE et la PCRE pour proches aidants de 26 à 38 semaines. Le gouvernement a aussi augmenté le nombre de semaines maximales pour la PCMRE de 2 semaines à 4 semaines. Et ensuite, finalement, le gouvernement a aussi augmenté le nombre maximal de semaines pour la prestation d'assurance emploi régulière de 24 à 50 semaines. Et ça pour les demandes qui ont été faites entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Alors, au sujet de la SUCL et de la SSUC, le 24 février, le gouvernement a aussi fait une proposition législative aux parlementaires pour permettre, premièrement,
une plus grande marge de manœuvre pour le calcul de baisse de revenus pour la période 11, donc ça c'est du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021. Et ensuite, pour permettre aussi aux propriétaires de locaux commerciaux qui ont un lien de dépendance avec un locataire de pouvoir eux aussi bénéficier de l'indemnité de confinement. Alors, c'est des propositions qui ont été faites le 24 février. Je vous invite à aller lire en plus sur le site du gouvernement. Depuis notre dernier webinaire, vous avez pu l'entendre que le gouvernement a mis en vigueur des nouvelles restrictions pour les voyageurs et à nos frontières terrestres. Alors, les restrictions sont un test Covid avant et après l'arrivée par avion et par voie terrestre, 3 nuits obligatoires en confinement à l'hôtel aux frais des voyageurs pour les voyageurs arrivant par l'avion, et ensuite 14 jours d'isolement au domicile si le test est négatif ou dans une installation fédérale si le test est positif. Je vous invite à aller voir aussi sur le site du gouvernement pour plus d'informations par rapport aux exemptions et aux détails. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci également à Clémence pour l'introduction, et je souhaite à tout le monde un bon webinaire. Je suis heureux d'être avec vous encore cette fois-ci. Mon nom est Jasmin, je suis le vice-président aux Affaires nationales et je vais passer quelques diapositives avec vous. Vous le savez, on fait régulièrement des sondages. Je vous remercie d'y répondre en si grand nombre. Ça nous permet de bien comprendre, au fond, ce qui se passe sur le terrain, de connaître vos priorités et de présenter ces priorités-là lors de nos rencontres et lors de nos communications avec les élus. Au fond, ça forge nos propositions de politique publique lorsque on rencontre et on communique avec les élus. Et parlant donc de nos priorités, on a fait parvenir récemment nos recommandations pour le budget fédéral de 2021. Si on peut avancer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on a fait parvenir notre mémoire pré-budgétaire à tous les élus fédéraux, mémoire pré-budgétaire qui contient, au fond, nos recommandations pour la relance des PME et pour la relance de l'économie en général, des recommandations qui se détaillent en 6 points. Donc, tous les élus, je l'ai dit, ont reçu le document. On a également des rencontres virtuelles avec les députés pour discuter de ces priorités-là, pour discuter de nos recommandations. Évidemment, lors de ces rencontres-là avec les élus, on répond à leurs questions et on veut vraiment les convaincre d'adopter les mesures qu'on propose pour la relance des PME et pour la relance de l'économie. Vous avez à l'écran les 6 points qu'on présente dans le cadre du budget fédéral 2021. Comme vous le savez, il n'y a pas eu de budget l'année passée, donc le budget de cette année devient encore plus important, non seulement pour avoir une mise à jour des finances publiques, mais vraiment de connaître la perspective du gouvernement pour la suite des choses. Qu'est-ce qui sera mis en œuvre, quels seront les chantiers, quelles seront les politiques publiques pour assurer là, une transition de relance économique pour les PME. Le document est disponible sur notre site web. Vous avez le lien à l'écran. Donc, lorsque vous allez consulter le webinaire, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien
et vous allez trouver toute notre soumission pré-budgétaire. Maintenant, les prochaines diapositives, je vais vous présenter au fond différentes opportunités de financement et ce que fait la FCEI pour améliorer l'accès à ces programmes de financement. Donc, le premier, vous l'avez à l'écran, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. C'est un programme qui est très populaire, là. Donc, il y a eu plus de 800 000 approbations. Le programme, comme vous le savez, là, offre 60 000 en prêt, dont 20 000 peuvent être convertis en subventions si les critères de remboursement sont respectés. Ce qui est important ici de prendre en note, c'est que le programme prend fin le 31 mars. Donc ça, c'est à la fin du mois. Donc si vous voulez faire une demande pour le prêt au complet ou si vous avez déjà reçu le 40 000 auparavant et vous voulez avoir l'extension, ben, assurez-vous là, de faire vos demandes avant le 31 mars. On sait qu'il y a certaines demandes qui ont déjà été faites qui ont ce que EDC mentionne comme étant des demandes qui ont des anomalies et ces demandes-là sont souvent pour obtenir le 20 000 supplémentaire. Donc, les demandes, un certain nombre de demandes ont des anomalies, ça retarde le processus dans certains cas là, avant de recevoir les sommes d'argent. Donc, on est en contact régulièrement avec EDC pour trouver des solutions et s'assurer que les sommes soient disponibles le plus rapidement possible. Maintenant, un autre programme est bien sûr la subvention salariale d'urgence du Canada. La subvention salariale est utilisée par 53% des PME au pays. Donc, évidemment, ça aide à payer les salaires, mais plus important, là, je dirais, c'est que ça permet de conserver le lien très important entre l'employeur et les employés. Donc, il y a différents niveaux de subvention. Le programme va se poursuivre jusqu'au mois de juin. Comme vous savez, là, on a émis un communiqué de presse lundi pour demander au gouvernement d'annoncer rapidement ses couleurs au sujet du niveau de soutien que les PME auront entre mars et juin. Ce matin même, là, lors de son point de presse, le gouvernement Trudeau a annoncé au fond et a mis à jour certaines mesures concernant ces deux programmes-là. Et donc, notre appel a été entendu. Je suis très heureux là, qu'on puisse enfin connaître et qu'on ait plus de détails sur les prochaines périodes. Parmi nos priorités, on met beaucoup de pression pour que les nouvelles entreprises puissent avoir accès au programme et également qu'il y ait une subvention additionnelle pour les entreprises qui sont forcées de fermer, un peu comme ça se fait dans le cadre de la subvention pour le loyer. Parlant de la subvention pour le loyer, celle-ci est utilisée par 27% des PME à l'échelle du pays. Donc, à mon avis, il y a davantage d'entreprises qui pourraient l'utiliser. Donc, ça aide à payer évidemment le loyer, une partie de l'hypothèque si vous êtes propriétaire. Donc, je vous rappelle que toute baisse de revenus vous donne droit à une portion de subvention. Donc, si vous n'avez pas déjà fait une demande d'application ou si vous voulez connaître davantage les critères du programme, toute l'information pertinente se trouve évidemment sur notre site web dans la section spéciale COVID. Le programme, là, il n'est pas parfait. Les nouvelles entreprises, encore une fois, n'y ont pas accès. C'est difficile pour les entreprises qui payent un loyer
à une entreprise avec lien de dépendance d'avoir accès au programme. Donc, il y a différents enjeux comme ça qui sont sur notre radar, si je puis dire. Et on travaille non seulement avec le département des finances pour changer les critères du programme, mais on travaille aussi avec l'Agence du revenu du Canada qui administre le programme pour s'assurer que ça se fasse là, le plus facilement possible pour les propriétaires de PME. Un nouveau programme a été annoncé récemment, le programme de crédit pour les secteurs très touchés. Donc, c'est un nouveau programme récemment lancé par le gouvernement fédéral pour aider, comme le titre du programme, comme le nom du programme le dit, là, les secteurs qui sont les plus touchés. Donc, c'est un nouveau programme, peut-être que vous ne le connaissez pas autant que, par exemple, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ou la subvention salariale. Donc, vous avez à l'écran ici là, certains des critères les plus importants là, sur les prêts qui peuvent aller de 25 000 à 1 million avec un taux d'intérêt de 4 sur 10 ans. Et vous avez ici d'autres informations pertinentes à connaître pour ce programme. Évidemment, c'est pas un programme qui est parfait là. Notamment, un des problèmes de ce programme-là, c'est qu'il n'offre pas de portion convertible en subvention. Donc, une des priorités de la FCI, c'est vraiment de s'assurer que les programmes d'aide, comme celui-ci, ont une portion qui peut être transformable en subvention, ainsi pour limiter le plus possible le taux d'endettement des PME. Donc, si vous voulez avoir davantage d'informations sur cette source de financement là, liée à la COVID-19, sur notre site web, vous avez toutes les informations et le site de la BDC, qui est l'organisme qui chapeaute le programme, a également un certain nombre d'informations sur son site web. Vous devez contacter votre institution financière principale pour vous enquérir de votre éligibilité. Et si jamais votre principale institution financière n'offre pas le programme, ben, vous pourrez aller voir auprès de d'autres institutions. Mais ça peut être un programme intéressant pour vous. Donc, si vous n'avez pas pris connaissance, encore une fois, au moment où on se parle des détails, ben, je vous invite à le faire. Ça peut être un programme intéressant et ça peut évidemment vous aider. La dernière source de financement que je souhaite vous mentionner aujourd'hui est celle offerte par les agences de développement régional du Canada par l'entremise au fond du Fonds d'aide pour la relance régionale. Donc, il y a déjà plusieurs mois, le gouvernement a lancé le Fonds d'aide pour la relance régionale pour aider justement les entreprises qui, pour différentes raisons, n'auraient pas accès à d'autres programmes offerts par le gouvernement fédéral, que ce soit le compte d'urgence ou d'autres programmes. Donc, des sommes ont été rendues disponibles auprès des différentes agences. Présentement, il y a 6 agences à l'échelle du pays. Et donc, c'est possible pour les PME de contacter les agences de développement régional du Canada, celle pour le Québec, et s'appelle le Développement économique Canada pour les régions du Québec. Donc, vous pouvez contacter les agences et vous enquérir des possibilités de financement. Si vous avez déjà reçu un prêt semblable au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes par l'entremise de ces agences-là, ben, vous pouvez les recontacter. Elles doivent, en principe, elles aussi offrir la majoration de 20 000 que comprend le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. C'est
Des fois, le processus est plus long là, avec les agences de développement économique. Donc, en principe, elles offrent toutes ces majorations-là, puis il y a d'autres programmes également qui sont disponibles, mais bon, il faut les appeler, il faut parler avec un agent. Le temps que ça prend pour avoir une réponse peut parfois être long et c'est un petit peu plus compliqué là, comme processus. Donc, on s'assure également d'avoir des conversations avec l'équipe ministérielle responsable des agences, et évidemment avec la fonction publique là, pour s'assurer que le processus soit plus rapide pour les demandes qui ont été faites auprès des agences de développement régional du Canada. Donc, voilà, ça fait le tour un peu des différentes sources de financement qui s'offrent à vous, qui sont liées à la COVID-19. Et je vais laisser maintenant la parole à mon ami, à mon collègue François Vincent, vice-président pour le Québec, pour vous offrir une mise à jour sur les éléments du Québec qui sont importants pour vous. Alors, François. Merci, Jasmin. Donc, les Quad 9 au Québec. Bon, je pense que vous êtes tous au courant, mais on va quand même revenir sur certains éléments clés. Depuis le 8 février, le Québec a été coupé en deux. Les zones oranges, il y a les zones rouges. Zone orange qui maintenant va toucher aussi la région de l'Outaouais. En gros, 90% du Québec, un peu moins parce qu'on a intégré l'Outaouais, qui se retrouve en zone rouge. Distinction de qu'est-ce qui peut être ouvert ou fermé par rapport aux zones rouges ou aux zones oranges. Peu importe les zones, par exemple, les commerces non essentiels sont ouverts. Il y a eu certains assouplissements aussi qu'on va voir plus en détail. Et il y a le maintien du couvre-feu. Si on peut revenir en arrière, il y a quelques éléments que je n'ai pas mentionnés sur l'acétate juste en arrière. Bon à savoir, le Québec permet maintenant les tests rapides. Il y a un hyperlien que vous allez pouvoir aller chercher là. Maintenant, c'est plus il y a certains critères assez précis, notamment de pouvoir avoir un professionnel décrit dans le décret gouvernemental en santé pour pouvoir administrer les tests. Mais vous avez l'information là, je vous incite quand même à aller le voir. Maintenant, et tout est en hyperlien dans la présentation que vous allez avoir en PDF. Le gouvernement du Québec invite aussi les entreprises à participer à l'effort collectif de la vaccination. Quand ça va être rendu plus vers la fin de la phase pour justement offrir des lieux, du personnel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez transférer vos informations à Julien Dubois. Maintenant, on va transférer votre intérêt au ministère de la Santé et ça se peut que vous ne soyez pas rappelé. Le ministère de la Santé va vraiment cibler les entreprises qui peuvent répondre aux besoins dans une région donnée. Mais on vous invite quand même, si vous êtes intéressé, à fournir vos informations. On a reçu presque une dizaine de membres suite à l'infolettre qui étaient prêts à participer à cet effort de vaccination pour qu'on puisse passer à une autre chose et qu'on mette la COVID derrière nous. Mesures d'assouplissement dans la zone orange, couvre-feu est plus tard. Pourquoi? Principalement pour être capable d'aller au restaurant avec sa famille. Réouverture des commerces non essentiels, réouverture des restaurants, réouverture des musées, des bibliothèques et 25 personnes dans des lieux cultes. Pour les restaurants, maintenant, c'est 2 adultes et une cellule familiale. Vous avez toutes les informations vers les liens pertinents, encore une fois, dans cette présentation. Si on poursuit, restaurant plus spécifiquement, il y a un registre des clients qui est tenu, 2 adultes par table. Donc, si votre enfant a 18 ans, ça ne marche pas, c'est un peu difficile de comprendre, même si vous êtes sur le même toit. Mais c'est ça que le gouvernement du Québec propose. Ensuite de ça, il y a une interdiction d'un résident d'une zone rouge d'aller dans une zone orange, bien entendu. Maintenant, dans les zones rouges, couvre-feu à 20 heures.
réouverture des commerces non essentiels, musées, bibliothèques, piscines, arénas, sauf les piscines dans les hôtels. Là, ça semblerait que les piscines dans un hôtel, c'est différent qu'une piscine municipale. On essaie de comprendre encore. Réouverture dans les cinémas, mais vous ne pouvez pas manger de popcorn en zone rouge. Vous avez tous les détails ici. Maintenant, quoi de neuf? L'ARAM, le gouvernement du Québec, a annoncé un soutien additionnel pour les entreprises qui déposent à l'ARAM. Donc, celles qui vont avoir été fermées pendant 90 jours au moins vont pouvoir recevoir un mois supplémentaire de déboursement des frais reliés au programme. Et celles qui ont été fermées plus de 90 jours pourront avoir 2 mois. Maintenant, quand ils ont fait cette annonce-là, ils ont coupé la possibilité aux entrepreneurs qui avaient été fermés obligatoirement depuis octobre de pouvoir déposer pour les mois d'octobre à décembre. Prétextant que si l'entreprise n'avait pas déposé sa demande à ce moment-là, c'est parce qu'elle n'en avait pas vraiment besoin. Prétextant aussi que s'il y avait moins de 5000 entreprises qui avaient fait la demande au PAU-PME, c'est-à-dire les prêts de moins de 50 000 auprès des MRC, les fonds locaux d'investissement, ou du pacte de plus de 50 000 auprès d'Investissement Québec, c'était parce qu'elle n'en avait pas besoin. Par contre, nos données de sondage démontrent que 62 des PME demandent plus d'aide de la part du gouvernement du Québec. Donc, on pousse très fort pour que le gouvernement revienne sur cette décision et permette à une entreprise qui veut avoir accès à l'ARAM de pouvoir avoir accès au mois auquel elle était obligée d'être fermée pour un programme qui avait été dessiné pour ces entreprises-là. Donc, on demande minimalement qu'ils reviennent sur cette décision-là, mais aussi qu'ils offrent des allègements à l'aide, notamment permettre un remboursement sur plusieurs années, d'augmenter la part de subventions et de diminuer la paperasse reliée au programme. On travaille très fort actuellement, on met beaucoup de pression. Vous avez des liens vers des articles de journaux où de nombreux entrepreneurs ont dit que le programme ne répondait pas à leurs besoins. Encore ce matin, le ministre de l'Économie a donné une entrevue avec Le Soleil pour revenir sur un commentaire d'un entrepreneur qui disait que l'ARAM ne fonctionnait pas en disant que c'était le meilleur programme qui avait jamais été créé. J'exagère un peu, là, mais le ministre disait que tout était beau. Donc, on vous invite fortement à signer notre pétition. On a le lien ici, on peut augmenter la pression, on a besoin de votre appui. Si vous voulez avoir une meilleure aide, si vous trouvez que l'aide du Québec est inadéquate, si vous êtes en solidarité aux entrepreneurs qui sont pris dans cette situation-là, je vous demande de poser votre nom à cette pétition-là et de la partager à votre réseau. Si vous connaissez des entrepreneurs qui sont membres ou qui sont non membres de la FCEI, on a besoin du plus de signatures possible pour pouvoir avoir un impact avec cette pétition-là. On a franchi le 1000 signatures lundi dernier, mais plus on va être de signatures, plus on va être capable de mettre de la pression sur le gouvernement du Québec pour espérer qu'ils adaptent leur programme pour répondre aux demandes des PME que vous avez exprimées dans le sondage, qu'ils fassent un peu ce que le gouvernement fédéral a fait à plusieurs reprises, adapter ses programmes pour mieux répondre aux besoins des entreprises qui ont vu leur vie chamboulée par des restrictions gouvernementales qui ont coupé complètement leur clientèle ou qui ont fait chuter de façon vertigineuse leurs revenus. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci François et merci à tous pour cette présentation. Écoutez, on a reçu quelques questions. Tout d'abord, je vais commencer donc avec des questions sur la SSUC. Première question, est-ce que la SSUC est aussi imposable dans le revenu de la société? Au niveau de toute subvention reçue, que ce soit la SSUC ou la SUCL, la SSUC ou la SUCL, oui, elle est imposable dans le revenu de la société. Est-ce que je peux prendre une petite seconde ici, simplement pour mettre à jour
tout le monde. Il y a eu une conférence de presse du premier ministre Trudeau là, et de Chrystia Freeland il y a quelques minutes. Et aujourd'hui, la vice-première ministre a annoncé que le gouvernement entendait prolonger les structures de taux actuelles des subventions salariales et au loyer du 15 mars au 5 juin. Donc, je viens de recevoir un courriel avec ces détails-là. Et donc, on dit plus particulièrement, donc, le taux maximal de la subvention salariale pour les employés actifs serait maintenu à 75 %. Le taux maximal de la subvention pour le loyer serait maintenu à 65 % et la mesure de soutien en cas de confinement continuerait de s'appliquer au taux de 25 %, continuerait de s'ajouter à la subvention pour le loyer, donc ce qui permettrait aux entreprises admissibles un soutien au loyer qui peut atteindre 90 %. Donc, je voulais vous mentionner cette nouvelle-là, toute chaude qui vient d'arriver suite à cette conférence de presse là, par le premier ministre et la vice-première ministre. Merci Jasmin pour ces précisions. J'ai une autre question donc, de Martine concernant également la SSUC qui se demande si le mois de référence de l'année précédente sera toujours celui de 2019 à partir d'avril 2021. Quel sera donc le mois et l'année de référence qui sera pris en considération dans le cadre de la SSUC? Ben, pour l'instant, un peu comme Jasmin l'a annoncé, l'a dit dans la présentation, le gouvernement travaille vraiment sur après la période 13, donc les dispositions n'ont pas encore été annoncées, à moins que Jasmin t'ait des détails là-dessus, mais après mars, pour l'instant, on n'a pas de détails au niveau de la SSUC. Ben, en fait, Jean-Marc, comme je viens tout juste de le mentionner, là, donc, durant la conférence de presse du premier ministre et de la ministre Freeland, il y a quelques minutes, il a été annoncé que le gouvernement entendait prolonger les structures de taux actuelles de la subvention salariale et de la subvention au loyer du 14 mars au 5 juin. Donc, plus particulièrement, là, donc je le répète, le taux maximal de la subvention salariale pour les employés actifs serait maintenu à 75 % suite à l'annonce d'aujourd'hui. Le taux maximal de la subvention pour le loyer serait, elle aussi, maintenu à son taux maximal actuel de 65 % et la mesure de soutien en cas de confinement continuerait de s'appliquer autour de 25 % et donc pour les entreprises admissibles les plus durement touchées, un soutien au loyer, le soutien au loyer pourrait toujours atteindre 90 %. Et donc ça vient tout juste d'être annoncé. Évidemment, la FCI, on avait envoyé déjà lundi un communiqué de presse, comme je le disais plus tôt, pour demander au gouvernement d'annoncer ses couleurs le plus rapidement possible. Il a annoncé ses couleurs aujourd'hui. Donc, c'est somme toute une bonne nouvelle pour les entrepreneurs de savoir quels vont être les taux là, pour les prochains mois. Notamment là, dans tout le contexte de planification des prochaines semaines. Connaître ces taux-là à l'avance, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas de détails sur les périodes de référence qui vont être utilisées pour les prochaines périodes. Mais on a l'information sur les différents taux qui vont être utilisés. C'est bien ça? Oui, exactement. c'est ça. Merci pour ces informations. Maintenant, donc, on a une question dans le cadre du compte d'urgence. Je suis travailleur autonome, j'ai un NEC, NEQ, mais pour faire la demande, il faut un NE, un numéro d'entreprise. Que dois-je faire ou que puis-je faire?
Pour le CUEC, effectivement, il faut un numéro d'entreprise à l'agence revenu à l'agence revenu du Canada. Euh, Si l'entreprise n'a pas de numéro d'entreprise à l'ARC avant le 1er mars 2020, il semblerait que l'entreprise ne serait pas éligible au programme. C'est beaucoup de cas dans la situation des nouvelles entreprises. C'est des démarches qu'on a fait au niveau législatif. Je pense on a mis de la pression pour pouvoir ouvrir un peu le programme aux nouvelles entreprises. Mais si vous n'avez pas de numéro d'entreprise à l'ARC avant le 1er mars 2020, malheureusement, vous n'avez pas droit au CUEC. Par contre, vous pouvez vous essayer avec le phare. Donc, tout à l'heure, Jasmin, dans la présentation, nous a parlé du fonds d'aide de relance régionale, qui lui est conçu spécifiquement pour les entreprises qui n'ont pas accès au CUEC. Alors, c'est une bonne alternative parce que c'est à peu près le même mécanisme. Donc, si vous n'avez pas accès au CUEC à cause de ce détail, cette exigence d'éligibilité, vous pouvez faire appel au phare pour avoir à peu près le même prêt. Et je veux réitérer, au fond, les commentaires de Jean-Marc. Si vous souhaitez avoir de l'aide, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez avoir du financement et que les plus gros programmes, pour différentes raisons, sont difficiles d'accès pour votre entreprise, contactez l'Agence de développement économique du Canada de votre région, appelez-les, et puis il y a le phare qui est disponible, mais il y a aussi une panoplie de financements qui peuvent être aussi disponibles. Donc, c'est important là, de pouvoir connaître toutes ces options. Donc, si le compte d'urgence ne fonctionne pas pour vous, ben, effectivement, comme le dit Jean-Marc, appelez votre agence locale, discutez et puis du financement qui serait peut-être disponible. Ça, c'est au fédéral, mais il y a aussi les programmes provinciaux qui peuvent aider. Puis vous pouvez aussi appeler notre équipe de ressources d'entreprise. On va vous aider à démêler tout ça. Là. On sait que c'est beaucoup d'acronymes et puis de noms compliqués. Alors n'hésitez pas à nous appeler. On a 4 conseillers qui seront en mesure de vous aider avec ces programmes-là. Au 1-888-234-2232, 1-888-234-2232. Super, merci François. Merci. On a reçu également une question de Micheline. Alors, elle nous dit: je suis en processus de vente de mon entreprise et je souhaiterais rembourser l'emprunt de 60 000 $ dans le cadre du CUEC. Est-ce possible et comment procéder? Pour l'instant, les mécanismes de remboursement au CUEC n'ont pas encore été annoncés, si je me trompe pas, Jasmin. Ben, en fait, je pense... Oui, vas-y, tu peux poursuivre, Jean-Marc. Oui, au niveau du remboursement du CUEC, que ce soit pour le montant de 40 000, 60 000, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur le mécanisme de remboursement. Est-ce que je me trompe ou... Ben, en fait, moi, ce que je suggérerais, c'est de contacter l'institution financière par laquelle vous avez reçu le montant et voir un peu ce qui peut être fait dans le cas d'un remboursement. La date limite pour rembourser, c'est la fin de l'année 2022. Donc, la très grande majorité des entreprises là, ont cette date-là là, comme date limite. C'est la date qui vient avec le programme. Si vous souhaitez rembourser avant, moi, je vous conseille d'appeler votre institution financière et voir si cela peut se faire, ben, comment vous pouvez rembourser votre prêt. Justement, Micheline donc apportait d'autres précisions. Elle disait qu'elle avait vérifié auprès de son institution financière et que le gouvernement n'avait pas donné de directive en fait à cet effet. Et donc, elle croit qu'il est également possible de transférer l'emprunt, mais elle voulait voir avec nous si on avait donc des informations plus précises quant au mécanisme pour faire le remboursement.
Il serait préférable de garder en tout cas les fonds dans le compte actuel jusqu'à ce que le mécanisme soit annoncé. Pour l'instant, c'est pas clair. On a des membres qui sont prêts à rembourser ou des membres qui ferment leur entreprise ou qui la vendent comme Madame Lichin, mais il y a juste pas de mécanisme en ce moment pour le faire. D'accord, merci pour ces précisions. On a une question donc de Alain dans le cadre du PCRE, qui nous dit qu'il est actionnaire à 51% d'une corporation. Son associé est actionnaire à 49%. Ils sont tous les deux les seuls employés de l'entreprise. Ils se payent un salaire une fois par année, à savoir le 15 mars. Ils ne se sont pas payés depuis le 15 mars 2020. Est-ce que je peux faire ma demande comme travailleur autonome ou comme salarié? Et comment je calcule mon admissibilité? Je rappelle que c'est dans le cadre du PCRE. Est-ce que vous avez des informations à lui communiquer? Pour la première question, ça va dépendre de comment, si en tant qu'associé, ils reçoivent des T4 ou des T4A par rapport à s'ils doivent appliquer comme employé ou comme travailleur autonome. Mais toute manière, le PCRE, la PCRE, c'est pour les personnes qui sont pas éligibles à l'assurance emploi. Donc de facto, vous pourrez appliquer. Maintenant, par rapport au calcul de revenus, je vais vous inviter à nous appeler au 1-888-234-2232 et à présenter votre cas à un de nos conseillers aux entreprises qui va pouvoir vous donner une réponse un peu plus précise. On va sûrement vous poser un peu plus de questions parce que c'est un peu difficile de décortiquer ça là sans tous les détails. Donc, on va peut-être vous demander de nous contacter pour le calcul de base de revenus. D'accord, merci Jean-Marc. J'ai une question de Pierre qui nous demande: est-ce qu'un délai est prévu pour la date limite de production des T1? Est-ce que vous avez de l'information par rapport à ce délai? Je pense que on va demander d'appeler les ressources aux entreprises pour voir un peu s'il y a eu si la date est maintenue ou s'il y a eu une prolongation à ce niveau-là. Oui, bien sûr, on pourra faire. Je peux Jean-Pierre. ajouter une Oui. précision qu'on a fait une sortie, je pense que c'est cette semaine ou la semaine passée, pour demander plus de flexibilité aux agences de revenus quant aux obligations des impôts et des taxes. Il y a eu un impact, là. Il y a la Ville de Montréal qui a annoncé hier qu'elle reportait le dépôt pour la première tranche des taxes, mais on est là pour essayer de faire en sorte de vous donner une plus grande flexibilité. Mais il n'y a pas eu d'annonce que j'ai vue de la part du gouvernement du Québec comme ils avaient fait l'année passée en donnant des flexibilités pour quant la paperasserie reliée à l'impôt. C'est un bon point que tu soulèves, François. Une lettre a été envoyée à l'Agence du revenu du Canada déjà 2 semaines, là, si je ne me trompe pas, où on demande au fond de prolonger les périodes où c'est possible de remplir ces déclarations. Si on se souvient bien, là, ça avait été accordé l'an passé. Donc, l'an passé, on avait accordé des délais. Cette année, c'est pas le cas jusqu'à maintenant. François a raison de mentionner les efforts qu'on fait de ce côté-là. Si ça avait été compliqué l'an passé de remplir ces différentes déclarations, on comprend bien qu'en 2021, ça va être tout aussi complexe, voire, je veux dire, peut-être même un peu davantage. Bon, donc, on fait des efforts de ce côté-là. Là. Je suis content, François, que tu soulèves le travail qu'on fait pour prolonger les délais des sommes et de la paperasserie qui est due là, pour soumettre auprès des agences de revenus, celles du Canada et du Québec. Je voulais souligner un point important parce qu'on commence à recevoir des appels sur ce sujet-là. C'est la saison des impôts. Alors faites très attention aux arnaques. Hein. L'Agence du revenu du Canada
ou l'Agence de revenus du Québec ne vous appellera pas pour vous demander de payer vos impôts au téléphone. Les avis de cotisation sont envoyés par la poste ou sont présents dans mon dossier d'entreprise au niveau de la RC, au niveau de la RQ, mais il n'y a pas un agent qui va vous appeler de l'agence pour vous demander de régler vos impôts au téléphone. Faites très attention. Les arnaques sont de plus en plus sophistiquées, donc faites très attention à ça. Merci Jean-Marc. Pardon, j'ai une question de Guy qui nous demande justement par rapport aux impôts sur l'année 2020, est-ce que la date limite pour les produire est-elle changée? Est-ce qu'on a de l'information à ce sujet? Un On peu n'a comme pas eu François. on n'a pas eu d'informations comme quoi les dates Mhm. avaient été repoussées. On fait des représentations pour donner le plus de flexibilité possible aux entreprises parce que celles qui peuvent le faire vont le faire, les autres ne vont pas. Celles où la situation est difficile, ben, ça peut faire une grande différence pour elles. On a fait les représentations politiques auprès du fédéral, du provincial, puis avec le communiqué de presse, on a interpellé aussi les municipalités. Mais on n'a pas vu d'annonce encore à cet égard. Mhm. Donc, moi, je vous suggérerais de prendre en considération que ça ne changera pas. Puis s'ils font une annonce, ben, à ce moment-là, vous serez plus avancé dans le processus. D'accord, merci. On a une question qui concerne la pétition, une question d'Alain qui nous demande qui peut signer la pétition de la FCEI. Est-ce que c'est seulement réservé aux membres de la FCEI? Je vous incite fortement à partager cette pétition-là aux non-membres de la FCEI. Qui peut signer cette pétition-là? Les entrepreneurs, donc dirigeants d'entreprise. Et c'est pas l'entrepreneur n'est pas nécessairement besoin d'être touché. Si son entreprise va bien, mais qu'il connaît 5 de ses amis que leur entreprise, ils sont sur le bord de la fermer à cause des impacts des restrictions gouvernementales, ben, il peut la signer en solidarité. Donc, le seul critère, c'est d'être un entrepreneur québécois. Et ça nous aide beaucoup dans notre travail législatif quand nos pétitions sont signées par un très grand nombre d'entrepreneurs. On peut le mentionner dans des rencontres, on l'indique dans différentes communications, des lettres, des choses comme ça. Donc, prenez le temps de signer la pétition. Ça ajoute au fond à la voix de la FCEI et ça aide quand on a ces rencontres-là avec les élus, à s'assurer qu'ils comprennent bien l'importance des enjeux pour lesquels on les interpelle. Puis je vais ajouter, étant donné que c'est un hyperlien, c'est très facile de la partager sur les médias sociaux, par courriel. Donc, je vous incite fortement à la signer, ceux qui sont sur le webinaire, et à la partager pour qu'on ait le maximum de signatures. Merci, merci à vous. Une question d'Anthony, alors qui nous dit donc bonjour, je suis travailleur autonome et employé. Est-ce que j'ai le droit aux 400 $ pour le télétravail et aussi demander des frais de bureau à domicile pour le revenu de travailleur autonome? Ben oui, en tant que travailleur autonome, si vous avez travaillé à la maison pendant la période du Covid, comme vous le faisiez auparavant, par rapport à vos dépenses, vous avez le droit. Vous pouvez décider avec la formule forfaitaire de 400 $, mais vous avez aussi l'option détaillée en utilisant le T2200, qui lui va vous permettre d'utiliser le T 7777 pour faire vos déclarations de dépenses. Donc, je vous conseille fortement de regarder plus la méthode détaillée, surtout si vous avez eu beaucoup de dépenses. Si vous êtes locataire, c'est encore plus avantageux parce que le montant de 400 $, il est forfaitaire. Donc, ça va vous prendre un peu plus de travail, mais vous allez pouvoir demander un peu plus de déduction au gouvernement. Merci, merci Jean-Marc. Une question de Martin. Ma compagnie opérante paye un loyer à ma compagnie de gestion. Avons-nous le droit à la subvention pour le loyer? En fait, la compagnie opérante, la compagnie opérante par défaut sera disqualifiée à cause du lien de dépendance.
mais votre compagnie de gestion, en tant que propriétaire, pourra aller réclamer la subvention sur les dépenses qui sont faites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la taxe foncière. Si la compagnie de gestion est responsable pour l'électricité et l'eau, ça va être ça. Donc toutes les dépenses qui sont reliées à la bâtisse, la compagnie de gestion va aller pouvoir chercher ça en termes de subvention. Comme j'ai pu le dire pendant la présentation, il y a eu aussi l'annonce du gouvernement la semaine dernière qui indique que les propriétaires avec un lien de dépendance qui ont aussi une bâtisse, qui ont aussi une compagnie qui est assujettie par un confinement, pourront eux aussi réclamer l'indemnité de confinement. Donc on attend de voir un peu plus de détails là-dessus. Donc en plus des dépenses, il y aura peut-être l'indemnité de confinement qui va venir s'ajouter à ce que vous allez pouvoir tirer de la SUCL, mais seulement en tant que propriétaire, pas en tant que locataire. Et simplement pour rajouter là, à ce que Jean-Marc vient de dire, c'est une des priorités de la FCEI, là, s'assurer que le programme d'aide au loyer soit plus simple et puisse aider un plus grand nombre d'entreprises. Je l'ai dit lors de mes commentaires, c'est 27% des entreprises qui utilisent le programme. Une des raisons pourquoi le programme est un peu moins utilisé, c'est justement des fois le côté administratif qui peut peser dans la balance là, quand c'est un petit peu trop lourd ou complexe. Donc, on travaille très, très fort pour s'assurer que le programme soit le plus simple, facile à utiliser pour le plus grand nombre possible d'entrepreneurs. Merci, merci à vous. Une question de Karl qui nous dit: «Pour les entreprises en zone orange, étant donné toutes les restrictions exigées, est-ce qu'on a le droit aux 25% supplémentaires pour la SUCL?» Alors, au niveau des restrictions, il est très difficile en ce moment. Si votre entreprise, donc si le local est restreint à cause des règles du gouvernement, par exemple, là en ce moment on parle de 2 personnes par table, ou si vous êtes forcé de fermer une partie de votre espace à cause des restrictions, oui, vous aurez droit à l'indemnité de confinement. Mais si vous êtes capable d'opérer dans le plein espace, même avec le nombre limité de personnes qui peuvent occuper l'espace, ça vous donne pas droit à l'indemnité de confinement. Elle s'applique seulement si, à cause du mandat du gouvernement, vous avez dû fermer une partie de votre local, exemple une terrasse ou une partie du local qui ne peut pas être utilisée. Donc, appelez-nous quand même parce qu'on va peut-être devoir vous poser d'autres questions avant de vous donner une recommandation à ce sujet-là, parce que appelez-nous au 1-888-234-2232. On va essayer de vous aider à décortiquer tout ça. Merci, merci Jean-Marc. Alors une question de Nancy concernant la SUC, donc période 11, et les changements le 24 février 2021. Faut-il amender notre demande si on l'a déjà faite? C'est Nancy qui se pose la question. Oui, vous aurez l'opportunité de pouvoir amender à votre demande si effectivement les changements qui vont être mis en place sont plus avantageux pour vous. Pour l'instant, les demandes qui peuvent être amendées, on parle de la période 6 à 13, donc vous avez ces périodes-là peuvent être toujours amendées. Donc oui, si les changements sont à votre avantage, vous pourrez aller et changer un peu votre application. Par contre, si vous avez utilisé une méthode calcul spécifique par rapport à la baisse de revenus, c'est-à-dire que si vous avez fait la moyenne de janvier-février, vous allez devoir continuer à l'utiliser. Mais si vous avez fait mois par mois, ça va être peut-être là où vous aurez un peu plus de chance pour amender votre demande. Merci Jean-Marc. Une question de Jean-Luc. Pourquoi la banque précipite la conversion du compte d'urgence, donc du CUEC, en prêt au 1er juillet 2021 au lieu du 31 décembre 2021? Est-ce que nous avons des informations à lui transmettre? Je comprends pas bien la question.
Ouais, moi, j'ai aussi la difficulté à bien saisir la question ici. Pourquoi la Si banque Euh, convertit le prêt? peut-être, Pourquoi la banque? Oui, je pense que c'est plus en lien avec le calendrier de remboursement du prêt. Pourquoi la banque précipite la conversion du QUEC en prêt à partir de la date du 1er juillet 2020 au lieu du 31 décembre 2021? ben, je suis pas certain de bien comprendre D'accord. ici. Là, je vous inviterai au fond à communiquer avec nous, là, discuter avec un de nos conseillers pour pouvoir clarifier le commentaire, la question et voir si on peut donner les informations justes à ce sujet-là. Oui, Jean-Luc, n'hésitez pas à reformuler aussi votre question directement dans la boîte de dialogue pour qu'on puisse y répondre. J'ai une autre question qui concerne le CUEC. Donc, on se demande quel est le montant qui va être imposable dans le cadre du CUEC. Dans le cadre du CUEC, si on a pris les 40 000, le montant qui va être imposable sera le montant de la subvention. Ça veut dire les 10 000. D'ailleurs, il est imposable si on l'a eu en 2020. Il sera imposable à partir de notre déclaration de revenus pour 2020, même si on n'a pas encore commencé à le rembourser. Si on a pris le 60 000, ça va être le 20 000, le montant de 20 000 qui va être imposable de l'année où on a reçu le prêt, pas l'année où on l'a remboursé. Donc c'est très très important. Ceux qui vont recevoir le 40 000 ou le 60 000 en 2021, ben ils auront à payer les impôts sur le montant de la subvention quand ils vont faire leur déclaration de revenus pour 2021. Et je vous Merci. rappelle, au Oui. fond, le compte d'urgence, la première mouture, c'était un prêt de 40 000 avec une portion remboursable, convertible en subvention à 10 000. Maintenant, c'est 60 000 avec une portion convertible à 20 000 Si vous avez eu la première tranche à 40 000, vous pouvez faire une nouvelle demande pour avoir la nouvelle portion, l'ajout de 20 000. Donc, il y a toujours ces sources de financement-là qui sont disponibles. Tous les renseignements utiles pour vous faire une tête là-dessus sont sur le site de la FCI. Merci. Une question de Marie-Claude, alors qui nous demande, pour les employés qui sont en attente de résultats de tests de dépistage, dont les congés personnels ou les congés vacances sont épuisés, existe-t-il de ressources monétaires pour eux comme pour nous? Pour les employés qui sont en attente de résultats de dépistage, généralement qui prend 72 heures, il y a il est difficile d'avoir une source de revenus pour l'attente de dépistage. Par contre, si le processus est prolongé, alors l'employé pourra faire appel à la PCMRE, qui est la prestation maladie pour la relance économique, et toucher à peu près 400 $ par semaine. C'est ça, Jasmin? Pour la PCMRE, à peu près 400 $ par semaine pour la couverture. Donc c'est un peu tout, mais pour les 3 jours, les 72 heures où normalement on attend le résultat du test de dépistage, il n'y a malheureusement pas de dédommagement pour ça. Je suis pas certain du montant, Jean-Marc, parce que des fois ça change. Il y a des programmes à 500 $ des programmes à 400, mais Ouais. l'information est disponible sur notre site, donc ou sur le site de l'Agence du revenu ou les autres organismes qui sont en charge des différents programmes. Merci pour ces informations. Écoutez, juste par rapport à la question que parlait, donc avait posée Jean-Luc tout à l'heure, je l'avais invité donc à éventuellement reformuler. Il nous disait qu'effectivement sa banque lui avait envoyé une requête pour lui annoncer que effectivement, si le remboursement n'était pas fait au 30 juin, ça se transformerait en prêt à partir du 1er juillet 2021. Donc voilà, en tout cas, qu'il n'hésite pas à contacter directement nos services des conseillers
aux entreprises pour partager donc sa situation et ses préoccupations et donc les conseillers se chargeront donc d'y apporter un maximum de précision. Écoutez, l'heure est passée très très vite, donc je vais passer la parole à Jasmin pour la fin, pour les mots de la fin. Merci à tous. Merci, merci Clémence. D'abord, je veux remercier mes collègues François, Jean-Marc et Clémence. Un grand merci pour vos présentations, votre excellent travail. Je veux vous remercier vous tous d'avoir été en si grand nombre aujourd'hui, encore une fois, pour nous écouter, vous informer sur les plus récents développements en lien avec la COVID et les PME. C'est toujours un plaisir de faire ces webinaires et de partager l'information avec vous. Vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui, donc vous allez pouvoir le réécouter, le consulter, le partager. Si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à nous recontacter. L'équipe de Jean-Marc se fera un plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et puis j'espère vous retrouver en grand nombre lors de notre prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir à tous.